Bonjour et shalom, Richard Darmon au micro du studio Kalita pour notre magazine bi-hebdomadaire Israël au cœur du Moyen-Orient. Avec comme invité aujourd'hui Michel Gurgetiel depuis Paris. Bonjour Michel. Bonjour. Michel, vous êtes expert en affaires géopolitiques du Moyen-Orient. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages d'analyse historique et géopolitique portant sur Israël. Et vous êtes aussi rédacteur en chef émérite de l'hebdomadaire Valeurs Actuelles que vous avez dirigé de longues années. Et vous êtes aussi chercheur à un think tank américain qu'on appelle le Middle East Forum et vous produisez de manière régulière différentes analyses. Et l'un de vos sujets de préoccupation ces dernières semaines a été, si je puis dire, l'aspect démographique de la bataille de Jérusalem. Cette question de Jérusalem qui est au cœur du conflit arabo-israélien, israélo-palestinien. Et est là, vous êtes intervenu plusieurs fois pour réaffirmer une évidence qui est très peu connue, c'est qu'il y a une majorité d'habitants juifs à Jérusalem depuis presque 2 siècles. Oui, tout à fait. Il y a évidemment énormément d'arguments en faveur de Jérusalem en tant que ville juive, en tant que capitale d'Israël. Il y a des arguments religieux, philosophiques, il y a des arguments juridiques, il y a des arguments politiques, stratégiques, mais il y a aussi un autre type de considération qui est tout à fait intéressant, c'est que en réalité, la ville de Jérusalem est une ville à majorité juive depuis près de 200 ans. Quand je dis majorité juive, majorité relative pendant une partie du 19e siècle, c'est-à-dire que la communauté juive est la plus importante communauté ethno-religieuse vivant à Jérusalem, plus importante que la communauté musulmane, plus importante que la communauté chrétienne. Et puis, à partir, disons, du deuxième tiers du 19e siècle, la communauté juive devient la communauté qui détient une majorité absolue à Jérusalem. En réalité, il y a quelque chose de très intéressant à noter, c'est que alors que l'agglomération de Jérusalem, au sens très large du mot, ne va pas cesser de s'agrandir à partir de la fin du 19e siècle pour atteindre aujourd'hui approximativement, quand on parle du très grand Jérusalem, c'est-à-dire d'un point de vue strictement géographique, toutes les localités, tous les quartiers, toutes les localités qui, de manière en quelque sorte continue et contiguë, constituent ensemble la conurbation de Jérusalem. Aujourd'hui, c'est plus de 1,2 million habitants. Eh bien, on s'aperçoit que depuis la fin du 19e siècle, la même proportion existe entre la population juive de Jérusalem et les populations non juives de Jérusalem. C'est un rapport d'environ 2 tiers à 1 tiers. La ville n'a pas cessé de grandir, de s'étendre, mais le rapport démographique entre la communauté juive ou les communautés juives de Jérusalem et l'ensemble des communautés non juives de Jérusalem est resté le même, et c'est un rapport de 2 tiers à 1 tiers. Ceci, encore une fois, depuis la fin du 19e siècle, c'est-à-dire depuis 150 ans. Alors en quoi cette donnée qui est tout à fait centrale est-elle un argument supplémentaire, je dirais, dans la défense et exergue des positions diplomatiques de l'État hébreu face à ses adversaires, attendu que selon le découpage qu'on fait, effectivement, là vous prenez la Jérusalem dans son grand pourtour, ce qu'on appelle le Grand Jérusalem, l'ensemble des banlieues et grandes banlieues qui entourent la ville. Bon, d'autres personnes, évidemment, mettent l'accent sur, quand ils prennent un tronçon plus réduit, sur des rapports de force un petit peu changeants. Mais en quoi c'est pertinent par rapport à la, à Alors, la, d'abord, à la promotion des positions israéliennes? Tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que lorsque je dis le très grand Jérusalem, c'est le très grand Jérusalem, y compris
par exemple, Ramallah et Bira et Bethléem, qui sont complètement des zones aujourd'hui sous autorité palestinienne, qui font partie de l'entité palestinienne, du territoire contrôlé par l'autorité palestinienne. C'est uniquement en agrégeant ces banlieues éloignées de Jérusalem que on arrive au chiffre de 1 300 000 habitants. Lorsque, au contraire, on réduit d'une façon ou d'une autre l'étendue de Jérusalem, on arrive en fait à des proportions peut-être plus élevées, plus importantes en faveur de la population juive. C'est-à-dire presque trois quarts, Alors, trois quarts, un quart, quelque chose comme ça, ou voilà, trois voilà, cinquièmes voilà, de deux voilà. Si cinquièmes. l'on fait, par exemple, si l'on prend un autre calcul où l'on va mettre ensemble la municipalité actuelle de Jérusalem plus les banlieues de Jérusalem, les banlieues israéliennes de Jérusalem, à l'exception, bien sûr, à l'exclusion des banlieues qui relèvent aujourd'hui de l'autorité palestinienne. Donc, si l'on retient cette autre manière de voir le Grand Jérusalem, là, on obtient une majorité juive encore plus importante. Alors, pourquoi ce fait est important? Ce fait est important pour une raison très simple, c'est que même si la composition démographique d'un territoire donné n'est pas, disons, un argument suffisant, un élément suffisant pour décider du rattachement de ce territoire à un autre territoire, à un État. C'est néanmoins un élément qui doit être pris en considération, ou qui est en tout cas souvent pris en considération. Beaucoup de disputes entre des ethnies ou des nations, voire même des communautés religieuses, concernant des villes, ont été finalement décidées, résolues par des référendums qui ont permis de voir si une ville était à majorité, si la majorité de la population de cette ville appartenait à telle population ou à telle autre population. Ce sont des facteurs dont on doit tenir compte et qu'on ne peut pas ignorer. En revanche, je considère que tous les discours et toutes les politiques qui ont tendu à présenter Jérusalem comme une ville partagée à égalité entre les trois grandes religions monothéistes, ou bien encore comme une ville partagée à égalité entre Israël et un État de Palestine. Toutes ces manières, toutes ces approches du problème ignore totalement le fait que Jérusalem, de manière continue, depuis près de 200 ans en termes de majorité relative et depuis 150 ans en termes de majorité absolue, Jérusalem est une ville, est une agglomération à majorité juive. Alors, parmi les facteurs démographiques qui expliquent ce rapport de force assez écrasant à l'avantage de la partie juive de la population, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène qu'on retrouve dans l'ensemble de la région et aussi dans l'ensemble de la Judée-Samarie, à savoir une progression très significative de la démographie juive et au niveau des taux de fécondité, des taux de fertilité, et par contre, avec le développement de l'éducation et du progrès qu'a rendu possible Israël, le progrès économique. Par contre, une descente vertigineuse des taux de natalité palestiniens, un phénomène relevable dans l'ensemble donc de la région et s'illustre. Je me souviens du mot d'ordre d'Arafat qui avait dit les meilleures bombes pour la cause palestinienne, c'est le ventre de la femme palestinienne, qui à l'époque effectivement
pour dire les choses très très grossièrement, avaient à peu près entre 5, 6 voire 7 enfants par femme, et aujourd'hui c'est redescendu, y compris en dessous des taux de natalité israéliens. Est-ce que c'est l'un des facteurs qui explique, à part le peuplement, mais est-ce que c'est un des facteurs qui explique ce rapport de force au profit d'Israël? Oui, certainement, parce que les populations qui ont tendance, les populations juives israéliennes qui ont tendance à habiter Jérusalem, qui décident d'habiter Jérusalem, qui décident de rester à Jérusalem, ces différentes populations sont généralement des populations religieuses ou des populations ultra-religieuses. Donc, ce sont des populations qui ont, disons, un taux de natalité élevé ou très élevé. Si l'on prend le taux de natalité de ce que l'on appelle les, les sionistes religieux, les nationaux religieux, on sait que la famille nationale religieuse moyenne, actuellement en Israël, a environ 4 enfants, 4 à 5 enfants par, par mère, par famille. En revanche, les familles charédites, les familles ultra-orthodoxes, elles atteignent les limites biologiques de la natalité, c'est-à-dire qu'elles atteignent souvent près de 10 ou plus de 10 enfants par femme, ce qui est extrêmement élevé, ce qui est beaucoup plus élevé que le taux de natalité actuel dans le monde arabe et dans le monde palestinien. Et dans la mesure où Jérusalem attire ces deux types de populations, nous avons une situation de dynamisme démographique important à Jérusalem. Il y a une situation actuellement de relatif dynamisme démographique également dans la population arabe de Jérusalem, mais le dynamisme juif actuellement à Jérusalem, pour les raisons que je viens d'indiquer, est encore plus important que le dynamisme de la population non juive, en particulier de la population arabe de Jérusalem. Alors, comme vous le signaliez tout à l'heure, il y a un élément important eu égard aux perspectives de négociation sur l'avenir du statut de la ville, que de toute manière, l'État hébreu ne compte en aucune manière, évidemment, à nouveau diviser. Et il y a d'ailleurs un paradoxe, comment les pays, un certain nombre de pays de la communauté internationale, notamment européens, qui ont tellement combattu la division de l'Allemagne et de Berlin en deux, aujourd'hui estiment que l'une des solutions serait de rediviser à nouveau Jérusalem. Il est clair que du point de vue israélien, en principe, si vous voulez, il n'y aura pas de nouvelle division de Jérusalem, mais il y a un des éléments que vous signaliez qui est important, à part l'élément démographique, c'est aussi ce que pensent les populations, et vous parliez d'un référendum qui ont servi, ce type de consultation qui aurait servi dans l'histoire à faire les populations se prononcer sur ce qu'elles préfèrent. Or, il s'avère, avant tout référendum, et ça vous le savez comme moi, que en ce qui concerne l'opinion de la population arabe de Jérusalem et son éventuel rattachement à une autorité palestinienne dans le cadre d'un État dont peut-être pas le centre de Jérusalem ni la vieille ville, mais certains faubourgs seraient la capitale, s'avère que tous les sondages qui ont été faits depuis le processus d'Oslo, depuis plus de 20 ans, montrent de manière régulière qu'une majorité écrasante de Palestiniens vivant dans Jérusalem ou d'Arabes israéliens ne veulent absolument pas être attachés à la future et hypothétique État palestinien, à la fois pour des raisons prosaïques concernant évidemment les aides sociales du Bidour Leumi et des caisses maladies israéliennes, un argument très prosaïque, mais aussi parce que ils se doutent et ils devinent, ils subodorent que un rattachement de ce genre ne faciliterait pas leur vie quotidienne et surtout finalement toutes les libertés dont ils disposent aujourd'hui, eh bien, ils ne les auraient plus. Donc, il y a cet élément aussi qui compte, c'est-à-dire que sur la base de l'élément démographique et de l'élément des natalités, il y a aussi la prise de position qui est déjà très, très tranchée de ces populations arabes contre tout rattachement à l'autorité palestinienne. Je crois qu'il faut voir les choses de manière nuancée ou de manière sériée, en quelque sorte. Si l'on procédait aujourd'hui à un référendum dans l'actuelle municipalité de Jérusalem, on aurait
une majorité, au moins une majorité des 2 tiers, en faveur d'Israël. Est-ce que les Arabes vivant à Jérusalem-Est se prononceraient pour le rattachement à Israël ou pour le rattachement à un État de Palestine? Si on leur posait la question de manière aussi claire, je ne sais pas si la plupart d'entre eux voteraient en faveur du rattachement à Israël. Parce qu'on sait comment fonctionnent les votes et les consultations de ce genre au sein de la population arabe, aussi bien population arabe israélienne, la population des territoires palestiniens, la population de Jérusalem, ou même la population d'autres pays arabes. Dans le monde arabe, l'électeur ne se prononce jamais individuellement parce que l'habitat est toujours un habitat de groupe. Il est très très rare que des individus, des familles nucléaires habitent n'importe où, là où, disons, elles estiment pouvoir vivre mieux. Généralement, actuellement, c'est encore le cas dans l'ensemble du Moyen-Orient, une famille nucléaire arabe s'intègre dans un ensemble plus large, une famille plus étendue, un clan, une tribu ou un groupe ethno-religieux. Ceci est la règle partout. À partir de ce moment, lorsque l'on doit voter, lorsqu'on est consulté dans une élection, on ne peut pas se distinguer de ce que les voisins, qui sont en même temps des parents, décident. Et cette pression sociale fait qu'il y a souvent une sorte de hiatus entre ce que des secteurs de l'opinion arabe peuvent dire dans le cadre d'un sondage et ce que va être leur comportement électoral. Par exemple, dans les sondages qui sont faits de manière répétée depuis maintenant un certain nombre d'années, on voit que les Arabes israéliens, en réalité, sont de plus en plus intégrés à ce qu'on appelle le mainstream, c'est-à-dire le courant central de la société israélienne. En réalité, il y a maintenant, en particulier dans le nord d'Israël, il y a toute une population arabe qui est de plus en plus israélisée et qui partage de plus en plus le style de vie et disons, les aspirations de l'ensemble de la population israélienne. Mais lorsque cette même population va être appelée à voter, soit elle va s'abstenir, soit elle va continuer en majorité à voter pour des partis politiques extrêmement anti-israéliens, les partis qui font partie de l'actuelle liste arabe. Il y a quelques cas très intéressants, comme vous le savez, d'Arabes israéliens qui ne veulent ni s'abstenir, ni voter pour la liste arabe unifiée, et qui par conséquent ont trouvé une solution originale. Ils votent pour des partis israéliens ultra-religieux. Oui. Ce qui leur permet de dire qu'ils votent pour des croyants, ils ne votent pas pour des sionistes, ils votent pour des croyants, donc ils sont, d'un côté, ils ne votent pas pour les partis arabes parce qu'ils ne s'identifient plus du tout à ces partis, mais d'un autre côté, ils ne votent pas non plus avec les partis dominants israéliens. Alors, donc, ceci donc poserait certainement beaucoup de problèmes, mais quand je dis qu'il faut tenir compte de la réalité démographique d'Israël, ce que je veux dire aussi, c'est que remontons aux origines même de la querelle Israël-Palestine, etc. Essayons de revoir les choses plus en détail. Ce que je veux essayer de démontrer, c'est que la décision
qui pèse toujours sur les esprits de manière extrêmement forte. La décision d'internationaliser Jérusalem, qui était intégrée au fameux plan de partage de 1947. La décision de créer un corpus separatum, c'est-à-dire une entité séparée s'étendant non seulement sur la ville de Jérusalem, mais en réalité sur un cercle de territoire très étendu autour de Jérusalem. Cette fiction qui a été intégrée au plan de partage de 47, qui n'a jamais reçu de début d'exécution et qui donc, au regard du droit international, est totalement nulle et non avenue. Cette fiction, néanmoins, a été sans arrêt ressuscitée par les chancelleries du monde entier, et elle amène parfois ces chancelleries à des contradictions absolument stupéfiantes, puisque vous savez que, par exemple, je prends un exemple très, très simple, la diplomatie française, à la fois prétend que l'ensemble de Jérusalem forme une entité distincte d'Israël et en même temps prétend que la ligne de démarcation de 1949-67 est une frontière internationale. C'est une contradiction parce que si on dit que la ligne verte qui partage, comme vous savez, Jérusalem, même pas en deux, puisque la Jérusalem israélienne, en fonction de la ligne verte, c'est un quart de Jérusalem, un quart de la Jérusalem actuelle, pas plus. Donc, si l'on dit que cette ligne verte est une frontière internationale, eh bien, il n'y aurait pas de raison de la part de la France, cela vaut pour beaucoup d'autres pays occidentaux, il n'y aurait pas de raison de la part de la France de ne pas installer l'ambassade de France à Jérusalem-Ouest. Or, comme vous savez, le Quai d'Orsay continue à dire que Israël ne fait pas partie, que Jérusalem ne fait pas partie d'Israël. Lorsque les Français d'Israël participent aux élections françaises, ils sont comptés à part des Français de Tel Aviv ou de Haïfa ou de Beersheba, qui eux sont comptés comme Français vivant en Israël, eux ils sont comptés comme Français vivant à Jérusalem. Il y a une contradiction extraordinaire, mais notre problème n'est pas de dépister toutes les contradictions de la politique étrangère française ou des politiques étrangères définies par les chancelleries. Ce n'est pas là notre propos. Notre propos, c'est de dire que les Israéliens en 1947 ont accepté tactiquement l'idée d'un plan de partage qui érigeait pour une période de temps limitée, il faut bien le rajouter, n'est-ce pas? Il faut bien ajouter cette considération, pour une période de temps limitée, créait une sorte de zone internationale à Jérusalem. Et cette zone internationale est en fait quelque chose une violation complète de la réalité humaine et démographique de Jérusalem à ce moment-là. Ce que je veux dire simplement, c'est que cette réalité démographique renforce la légitimité historique d'Israël sur Jérusalem et accessoirement sur l'ensemble de la terre d'Israël. Michel, merci beaucoup pour ces précisions très pertinentes, surtout avec comme écho les futurs débats sur l'avenir de la Judée-Samarie et de ce qui pourrait être et le jeu n'est pas encore terminé, un État de Palestine. Merci d'avoir consacré votre temps au Studio Qualita et à bientôt et bonne santé aussi. Et à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.